m'appelle Jean-Marie Collin, je travaille pour ICAN, qui est donc la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur les questions nucléaires militaires. Et puis aujourd'hui, c'est un peu une journée exceptionnelle pour moi, parce qu'il y a un an, en fait, l'organisation pour laquelle je travaille, on a reçu le prix Nobel de la paix. Et je peux vous dire que ça a quand même tout changé. D'abord, ça a été un choc largement émotionnel de se voir décerner sans doute un des prix les plus prestigieux au monde. Ça nous a beaucoup aidé pour rentrer en contact avec un certain nombre de personnes. Ça nous a clairement ouvert des portes. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut être optimiste en fait, malgré la difficulté du sujet. Pourquoi en une petite dizaine d'années, notamment depuis un an, alors pas que depuis le prix Nobel, mais un petit peu plus maintenant, 2 ans maintenant, il y a des choses extrêmement positives qui se déroulent à travers le monde. Pourquoi en France, on pourrait croire que tout est bloqué, mais en fait il y a énormément de choses qui avancent, qui ne sont pas au grand jour, mais il y a pas mal de choses qui avancent. Et pourquoi on a besoin de vous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, puisque l'idée c'est que vous écoutiez ce soir, super, je suis très heureux de vous voir là, mais vous avez aussi des moyens d'agir par vous-même de façon extrêmement simple, je vous expliquerai ça à différents moments. Donc comme vous voyez sur la carte du monde, il y a un certain nombre d'États qui sont en rouge et qui signifie donc qu'ils possèdent des armes nucléaires. Il n'y a que 9 États, je dis simplement 9 États, donc c'est pas beaucoup sur les 192 États qui sont reconnus par l'ONU, qui possèdent des armes nucléaires. À peu près 15 000 armes nucléaires, c'est l'arsenal nucléaire mondial, donc plus ou moins 7 000 armes nucléaires du côté de la Russie et du côté des États-Unis. La France est sur la 3e marche du podium avec 300 armes nucléaires, donc c'est la 3e puissance nucléaire au monde. Et derrière ce chiffre, en fait, 15 000, qui veut à la fois tout et rien dire, ce qu'il faut essayer de savoir un peu plus et de comprendre, c'est qu'il y a un état d'alerte permanente, à peu près 2000 de ces armes qui sont prêtes à être lancées dans les minutes qui suivent. Alors quand on dit minutes, c'est en gros 15 à 20 minutes. Et il est 20h et des brouettes, 20h19 actuellement. Alors mercredi après-midi à 15h, quand j'ai donné cette intervention, il y avait un sous-marin dans l'Atlantique Nord français qui était prêt à lancer des missiles. Il est 20h19, il y a toujours le même sous-marin, toujours dans l'Atlantique Nord, toujours prêt à lancer des missiles. Sur ordre du président Macron. C'est-à-dire que dans les 20 minutes qui suivent, après une décision d'un seul homme, du président qui a été élu en France, ce sous-marin peut lancer 16 missiles sur Moscou, Pékin, Shanghai ou d'autres villes de ces 2 États. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est en permanence des sous-marins français, britanniques, russes, américains, c'est moins certains chinois, mais ils ont des armes qui sont en permanence prêtes à être tirées au niveau du sol, mais ils ont une capacité d'action qui est un peu moindre, qui peuvent être utilisées. Il peut y avoir des détonations par accident ou par malveillance, comme j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc c'est vraiment une réalité qu'il faut avoir pleinement conscience, parce qu'on est face à un danger permanent. Si j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la France, puisque j'imagine c'est ce qui vous intéresse un peu plus en tant que citoyen français, j'essaie de vous brosser un petit peu rapidement l'arsenal nucléaire de la France. Donc il se décompose en fait, c'est-à-dire que les armes nucléaires françaises peuvent être utilisées à la fois par des sous-marins, donc comme je l'ai expliqué, il y a un sous-marin en permanence qui est dans l'Atlantique, et vous en avez 3 autres qui sont en attente de remplacer celui-ci. Vous avez des avions, donc je crois que vous avez une base aérienne qui n'est pas très loin, que vous connaissez par cœur. Donc c'est ce qu'on appelle la force aérienne stratégique, qui sont dotés de missiles de croisière et qui peuvent effectuer un certain nombre de kilomètres et donc utiliser ce missile de croisière qui s'appelle ASMP-A. Alors je ne m'attarderai pas sur les noms et les acronymes qui sont toujours un peu barbares là-dessus, mais je reviendrai sans aucun problème sur plein de questions et notamment sur ces acronymes si vous le souhaitez. Et puis dans cette force aérienne stratégique, on a aussi ce qu'on appelle une sous-catégorie, c'est-à-dire que lorsque le porte-avions Charles de Gaulle fonctionne et est à la mer, il y a des avions, c'est ce qu'on appelle la force aéronavale nucléaire, qui sont capables de transporter l'arme nucléaire à partir de ce porte-avions. Il faut savoir qu'en gros, depuis une bonne quinzaine d'années, il n'y a plus du tout d'armes nucléaires sur le porte-avions lorsqu'il est en mer. Ça a été une décision qui a été prise plus ou moins sous la fin du premier mandat de Jacques Chirac. Voilà. Sous les avions de Saint-Dizier, c'est des petites bombes atomiques ou il y en a d'autres? Alors il n'y a pas de petites bombes atomiques, il n'y a que des bombes atomiques. Un petit avion, c'est pas un porte-avions. Non, mais vous voyez, c'est entre guillemets une des premières erreurs. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de... L'arme nucléaire qui va sous les avions, sous les Rafales, aujourd'hui, c'est celle qui est aujourd'hui la plus destructrice pour la France. C'est-à-dire que la capacité de destruction
de ce missile qui s'appelle donc un SMP-A et qui à l'intérieur a donc une ogive nucléaire, la puissance est de 300 kilotonnes, c'est-à-dire 20 fois Hiroshima. Et l'arme nucléaire qui équipe un missile dans les sous-marins, donc vous avez 16 missiles, vous avez 6 têtes nucléaires, donc 6 armes nucléaires par missile. Chaque arme nucléaire ne fait que 150 kilotonnes, moitié moins. Donc c'est l'inverse. Voilà. Et dans tous les cas, de toute façon, il n'existe pas de petite arme nucléaire. C'est une opération de communication massive de la part à la fois des personnes en faveur de la dissuasion nucléaire ou des médias qui n'arrivent pas à comprendre correctement certains mots et qui donc utilisent souvent ces mots de petit. Un point qui est important, outre le fait qu'effectivement on a 300 armes nucléaires et donc en permanence une petite centaine qui peuvent être utilisées avec ce sous-marin, c'est le budget qui est utilisé pour cet arsenal. Donc c'est un budget qui est utilisé pour faire fonctionner les sous-marins, pour faire fonctionner les armes, pour s'assurer de leur bon fonctionnement, pour s'assurer du futur fonctionnement de ces armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez différents systèmes à travers la France qui ont été créés pour pouvoir s'assurer que ces armes fonctionnent en permanence. Donc c'est peut-être un des noms qui vous sonnera le plus, ce qu'on appelle le laser mégajoule par exemple, qui est à Bordeaux, qui est un ensemble de lasers qui permettent de s'assurer que les armes fonctionnent et qui peut-être permettront d'en créer d'autres dans le futur. Bref, cet ensemble-là, plus les militaires un petit peu, mais il n'y a pas tant de militaires que ça au final qui travaillent sur l'armement nucléaire, eh bien, sur les 7 prochaines années, c'est un des budgets qui augmente le plus, puisque ça coûtera 37 milliards d'euros. C'est-à-dire que on budgétise dans l'armée depuis le début des années 60, c'est ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. C'est assez logique, c'est-à-dire que la plupart des systèmes d'armes coûtent évidemment un petit peu d'argent, et lorsqu'on prend une décision de construire, que ce soit un avion, un char ou un porte-avions, on met forcément du temps avant d'avoir l'ensemble de la commande et l'ensemble des différentes constructions. Donc on budgétise que sur chaque année, on va dépenser X milliards d'euros. Et tout ce qui est en rapport avec les armes nucléaires, donc avec la force de dissuasion nucléaire, évidemment coûte énormément d'argent et évidemment prend à chaque fois un peu de temps pour être construit. Et donc si on fait une comparaison par rapport aux différentes lois de programmation militaire, donc une loi de programmation militaire est étalée en général sur 5 à 7 ans, périodiquement sur 6 ans, mais en fait on pourrait très bien faire une loi de programmation militaire sur 15 ans si on le souhaitait, ça n'aurait pas beaucoup de sens pour des raisons purement économiques, ou aussi sur 2 ans si on le souhaitait. Il n'y a pas d'obligation. Donc généralement c'est sur 6 ans on va dire. Ce qu'on s'aperçoit c'est que la LPM, donc loi de programmation militaire précédente, ce budget n'était que de 23 milliards et sur celle d'avant encore que de 20 milliards. Donc il y a une vraie augmentation sur ces 14 dernières années. Et cette augmentation, donc sur la dernière loi de programmation militaire et celle qui vient d'être votée en juillet dernier, est de 60%. Pour essayer de ramener ça à une échelle budgétaire annuelle, parce que ça fait quand même beaucoup de sous et on a tous un peu du mal de s'imaginer ce que peut représenter 37 milliards, ça veut dire que le budget annuel de la dissuasion va correspondre plus ou moins au budget du ministère de la Justice. Est-ce que vous savez de combien est le budget de la justice de façon annuelle? Donc le budget de la justice en France, c'est le plus faible de tous les budgets de la justice en Europe. Et donc ce budget pour cette année a été un petit peu augmenté, il va atteindre la barre des 7 milliards. Donc à partir de l'année prochaine, le budget de la dissuasion, si on le lisse sur 2019-2025, va être de 6,5 milliards par an. C'est-à-dire qu'on consacrera donc autant à assurer la justice, avec tout ce que cela signifie derrière, que pour assurer potentiellement la destruction d'une grande partie du monde, voire de la planète. Puisque justement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a cette augmentation budgétaire, la France, mais les autres États aussi qui possèdent des armes nucléaires, se sont lancés, enfin, c'est donc lancé dans le renouvellement complet de son arsenal nucléaire. Donc ça veut dire des nouveaux sous-marins, des nouveaux avions, donc on remplace les sous-marins, on remplace les avions, on remplace les ogives nucléaires. Ce que j'ai essayé de faire comprendre à un certain nombre de parlementaires qui ont voté cette loi, c'est que leurs décisions qu'ils ont prises maintenant, là en 2018, alors pour la plupart ils sont nouveaux députés, plus de 400 nouveaux députés, si cette décision est respectée dans le temps, ça veut dire qu'elle va avoir un impact minimal jusqu'en 2080. C'est-à-dire qu'on donne la décision de produire un système maintenant, et ce système, le temps qu'il soit construit, 2030, 2040, 2050, selon les différents systèmes, va être utilisé jusqu'en 2080. C'est-à-dire que
ils ne seront plus députés, c'est certain. Mais ce seront leurs enfants, voire petits-enfants, et voire nos enfants et petits-enfants, qui vont potentiellement utiliser ou en subir les conséquences. Et ça, c'est que pour la première phase, c'est-à-dire la phase, entre guillemets, de construction-utilisation. J'ai pu comprendre que Bure n'était pas très très loin d'ici, finalement. Et comme tout arsenal, ou tout ce qui touche au nucléaire militaire, il y a tout un tas de déchets. Et donc, ça veut dire que tous ces déchets qui ont été décidés d'être construits, enfin, futurs déchets, puisqu'ils ne sont pas encore construits, mais qui seront dans le futur, seront gérés sur la période post-2080. Donc vraiment sur 2080, 2100, 2120, 2150. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Et quand vous dites ça à un parlementaire aujourd'hui, en fait, il en reste assez bouche bée. Parce qu'il n'a pas imaginé ça. Il n'a pas imaginé, il n'a pas réfléchi que sa décision avait un impact potentiellement sur les 100, 150 prochaines années. Et ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il bouge pour autant en termes d'action.